bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. On va parler du Mali, le Mali qui est toujours un pays coupé en deux, tenu au nord par les rebelles Touaregs du MNLA et par les islamistes d'Ansardine qui sont alliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Au sud, un gouvernement de transition extrêmement fragile, incapable de reprendre la main au nord. Du coup, le président béninois Boni Yayi, président en exercice de l'Union africaine, appelle aujourd'hui à une saisine du Conseil de sécurité de l'ONU. Boni Yayi qui était ce mercredi à Paris. Le dialogue avec aujourd'hui ce que ces terroristes sont en train d'afficher, je n'y crois pas. C'est pourquoi nous pouvons prendre nos dispositions pour régler d'une autre manière cette question et libérer, moi je dis bien libérer le monde. Voilà, il va saisir donc le Conseil de sécurité de l'ONU. Ziad Imam, est-ce qu'on peut dire que le Mali est en train de devenir l'Afghanistan de l'Afrique? J'espère pas. Je pense. On peut quand même se poser la question. Non, c'est très compliqué d'abord parce que dans le Nord, contrairement à l'image qu'on s'en fait, les positions entre les mouvements traditionnels Touareg, qui sont de culture assez, entre guillemets, laïque, et la nouvelle vague islamiste, ça fonctionne pas bien. Et il y a eu des communiqués très clairs du moment de libération de l'Azawad en disant nous on n'est pas du tout islamiste, on n'est pas pour la charia, on n'est pas pour ceci, on n'est pas pour cela. Donc il risque d'y avoir une guerre dans la guerre. Donc la situation au nord est extrêmement complexe sur un territoire de dénuement absolu aussi. Il faut s'imaginer que c'est quand même des populations qui sont en détresse économique grave. Il n'y a plus d'alimentation, il y a plus de transport, il n'y a plus d'économie. Enfin, c'est en train de mourir. Donc je pense pas. Ça devient une base du terrorisme. Mais on le savait, ça aussi, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on dit le Sahel, c'est la nouvelle frontière de la guerre contre AQMI, contre l'islamisme, etc. Tout le monde le sait. Les Américains écoutent tout ce qui se passe dans le Sahara depuis des mois. Mais comment faire la guerre à des groupes de 50 personnes, 60 personnes, 70... Est-ce qu'on peut imaginer là encore une intervention de l'ONU? Je pense qu'il faut que la communauté internationale se mêle du problème du Mali, un, sur la question saharienne, et deux, sur la question de l'intangibilité des frontières. Parce que ce qu'on ne dit pas derrière tout ça, c'est que c'est peut-être le premier pays qui va se casser en deux depuis les indépendances. Si on ouvre cette boîte de Pandore en Afrique, moi je fais partie des gens très réactionnaires sur cette question, on ne peut pas ouvrir ce dossier. Sinon, c'est toute la bande sahélienne qui explose, toutes les revendications régionales qui explosent, et on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les pays de la CEDEAO, et Boni Yayi, le président Ouattara, Compaoré, etc., font pression sur la communauté internationale pour avoir des moyens de régler cette affaire pour que le Mali reste le Mali, parce que sinon c'est l'ouvert. Ça a déjà quand même commencé. Oui. L'éclatement des frontières, il a été entériné dans la Corne de l'Afrique. Oui. Somalie, Érythrée, Somaliland, etc. Oui, mais on a vu la guerre, on a vu ce que ça a été. Bien entendu. On voit la destruction de la Somalie, donc disons les que... deux Soudans. Oui. Bon, je veux dire par là, c'est bien de dire que c'est interdit en soi parce que ce serait la pire des solutions, mais lorsque ceux qui veulent y aboutir le font, malheureusement, c'est très difficile. Ce qui me paraît surtout, moi, problématique, c'est de voir que justement, ce que vous appelez l'Afghanistan de l'Afrique, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, cette présence de plus en plus forte, de plus en plus radicale, des fondamentalistes, qui vont de l'Asie du Sud-Est à la péninsule arabique, le Yémen, à la Corne de l'Afrique et maintenant à la bande sahélienne jusqu'au Nigeria, il y a quand même de quoi, quand on regarde ça de loin, se dire il y a un phénomène là qui est à la fois militaire, qui est à la fois religieux, qui est à la fois géographiquement allant de plus en plus vers l'ouest, ceinturant en quelque sorte une hémisphère nord qui ne comprend pas ce qui se passe véritablement, qui n'a pas les moyens d'agir parce que ce n'est plus l'époque ou parce que c'est trop compliqué. Et moi, je ne serais pas étonné que cette progression continue et aille même de l'autre côté de l'océan. On a bien vu que des fondamentalistes ou des terroristes étaient capables, via un autre ventre mou comme le Mexique, d'aller tenter des actions. C'est pas forcément les mêmes. C'est pas forcément, tout ça n'est pas lié. On a bien vu qu'avec Al-Qaïda, c'était effectivement des choses qui étaient très disparates, qui n'avaient pas forcément de coordination centrale, mais il n'empêche que c'est un phénomène. Juste un point quand même sur l'islamisme. Cet islamisme Al-Qaïda, El-Akmi style, n'a rien à voir avec l'islamisme de l'Afrique subsaharienne et de l'islam tout court. L'islam malien, qui n'est pas du Nord, je veux dire l'islam subsaharien,
ça n'a aucune connexion philosophique, religieuse. Cette violence, ça se parle pas. C'est des gens qui se parlent pas. On parle de petites minorités très actives. Ce que ça met en valeur, c'est l'extrême faiblesse des structures étatiques. C'est pour ça que s'il y avait un parallèle, à mon avis, le parallèle serait plutôt avec la Somalie qu'avec l'Afghanistan, c'est-à-dire un système sans pouvoir véritablement installé et capable de gérer les territoires. Il y a 3 jours, il était question d'un accord entre, disons, les Touaregs laïcs et Ansar Eddin. Cet accord a capoté aujourd'hui, ce qui crée de nouvelles divisions à l'intérieur même de la rébellion, parce que à l'intérieur du camp Touareg, il y a des gens qui étaient partisans de maintenir cet accord, d'autres de le faire voler en éclats. En réalité, on est dans un système de bande armée et sur un territoire à peu près incontrôlé, avec un gouvernement malien qui contrôle quoi aujourd'hui 25% du territoire. Non, et puis, on l'a dit aussi ici, il n'y a pas que l'islamisme, il y a le trafic de drogue, il y a le fait que le Sahara est devenu une autoroute pour toutes sortes de produits. Les armes qui viennent de Libye, qui sont disséminées partout, la drogue qui vient de Guinée-Bissau, qui remonte vers l'Europe en passant par tous les points de contrôle. C'est quand même les seuls pays du monde où on peut poser des 737 dans le désert, vu qu'il y en a un qui s'est cassé la figure il y a 1 an et demi, donc on l'a retrouvé celui-là, et embarqué, débarqué. Enfin, c'est impressionnant. Et c'est vrai que pour une Europe qui est en prise à la crise, une Amérique qui est en prise à la crise, ouvrir ce front compliqué dans le désert, qui demande des moyens humains et technologiques extrêmement importants, c'est juste, c'est pas le moment, quoi. C'est vrai que on n'arrive pas à capter l'attention, sauf quand il y a des otages, ou en plus il y a des problèmes idéologique sur la question des otages, entre des Français qui pensent qu'il faut faire ça, les Anglais qui pensent qu'il faut faire ça. Enfin, tout ça est très compliqué, quoi. On fait une pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre semaine dans le monde. Nous parlerons de l'Europe qui va toujours aussi mal, vous le disiez à l'instant, et du scandale qui secoue actuellement le Vatican. Pouvoir, religion, corruption, c'est sulfureux à souhait. À tout de suite.